Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Est-ce qu'on a besoin de plus pour nourrir le monde? Non. Non, on donne de la confiture à tout le monde et ça va. Aux Et ça, cochons, oui, je crois que dans la confiture, il y a tous les nutriments nécessaires. tout à fait, il y a de la protéine animale. Oui, c'est ça, quand tu fais de la confiture de cochon, justement. Voilà. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui, on va faire une petite battle de génie. On va essayer de savoir. Alors, je pense que la question qui se pose, c'est pas quel est le plus grand génie d'entre les deux, c'est duquel on aurait pu se passer. Effectivement. Je pense que la question va se poser plutôt dans ces termes-là. Effectivement. Et c'est moi qui commence avec John Keely, le plus grand inventeur du 19e siècle, qui a été injustement effacé de l'histoire. Un complot? Je pense. Nos auditeurs décideront, se feront leur propre avis, mais on ne doit pas être loin du complot. Parce que ouais, donc on fait une bataille de génie aujourd'hui, on laisse momentanément de côté les pyramides de crâne, les envahisseurs invincibles, les batailles épiques et les épouses Vengeresse. vengeresses. Voilà, c'est pas mal. Et on va retourner dans la passion de notre folle jeunesse, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas encore, mais on s'est rencontrés au bar, au banc, sur les bancs Sur les bancs de l'école. d'une école d'ingénieurs, où nous on a appris les secrets de la matière, hein, de la chimie et donc de l'ingénierie, de Exactement. l'invention. Nous sommes de fiers ingénieurs. Tout à fait. Mais je dois t'avouer quelque chose, Guillaume, on nous a dupés. Pendant Je me suis posé la question longtemps pendant mes études. Moi aussi, pour d'autres raisons. Mais là, je pense qu'on nous a dupés parce que jamais aucun de nos professeurs, enfin en tout cas pas moi, on n'a pas forcément toujours eu les mêmes, mais ne nous ont parlé donc de cet inventeur de génie, cet homme qui a percé les mystères de l'éther, qui a maîtrisé l'énergie fondamentale de l'univers avec un simple diapason, j'ai nommé John Worrell Keely. Effectivement, je crois que même les quelques professeurs qu'on a eus qui étaient illustres, On en a eu. on en a eu, ont omis, sûrement parce qu'ils devaient leur faire de l'ombre, j'imagine. Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est qu'il a remis en question tellement de choses que ils n'ont pas osé. Ils auraient. C'est une sorte, si tu veux, de boîte de Pandore, c'est ça? Une fois qu'on l'a ouverte, notre conception du monde a changé. Je pense. Je pense. C'était trop gros de toute façon, donc ils n'étaient pas prêts, parce que tout ça se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais pour commencer, une petite devinette. Combien faut-il de carburant pour alimenter un train de la fin du 19e siècle, donc, qui fait le trajet entre Philadelphie et San Francisco? De carburant, c'est-à-dire de diesel, de gasoil, de bois, N'importe quel carburant. Je te laisse décider le carburant que tu veux. Est-ce que tu as le droit d'utiliser les esprits? Non. Non. Non, 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 là on parle vraiment de D'accord. carburant. Après, comment le carburant est utilisé par la machine, bon. Mais, Je sais pas, je dirais 2 wagons de bois, un truc comme ça. eh bien 3? non. Eh bien non. Grâce au moteur inventé par John Keely, il aurait fallu très précisément 946 millilitres d'eau pure. D'accord, ce qui fait pas beaucoup. Non, un gallon en fait. Parce qu'il est américain, donc ce monsieur, et il compte en gallons. En gallon et en terrain de football. Voilà, à peu près. Mais donc on comprend facilement que le complexe charbonneau-industriel de l'époque a tout fait pour le faire taire. Oui, parce qu'à l'époque, le complexe militaro-industriel n'existait pas encore vraiment. Pas tout à fait. Il était en formation. On reparlera de qui a inventé ce complexe militaro-industriel. Là, non, on va rester sur du moteur, beaucoup, de l'énergie, mais pas trop de militaire aujourd'hui. Bon, donc aujourd'hui, je te propose de réparer cette injustice. Hein. Oui. On va évoquer la vie. On va rendre hommage. On va rendre hommage à la vie et à l'œuvre de John Keely. Donc John Keely est né le 3 septembre 1837 à Chester, en Pennsylvanie. Alors, c'est la plus vieille ville de l'État de Pennsylvanie. Aujourd'hui, c'est une ville de banlieue de Philadelphie. Bon, voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour notre histoire. Il va beaucoup rester en Pennsylvanie. On ne sait pas grand-chose de ses parents parce qu'ils sont morts dans une épidémie quand il était très jeune. On sait qu'il a été élevé par ses grands-parents et que son grand-père était musicien. Et donc le grand-père a transmis au petit John la passion de la musique. D'accord. Selon certains témoignages, le petit John aurait pu devenir un prodige du violon, parce que, comme tous les génies, il est bon à tout ce qui touche, hein, c'est Oui. logique. Mais
L'appel du progrès est déjà trop fort en fait chez l'enfant et il peut pas se contenter d'être juste un musicien, il faut qu'il aille plus loin. Selon d'autres témoignages, alors qu'on peut peut-être un peu remettre en question, il aurait construit sa première machine à mouvement perpétuel vers l'âge de 10 ans avec des conques, donc D'accord. les coquillages Oui. en spirale, là, qu'il aurait harmonisé par lui-même et Mhm. ensuite placé sur un rotor et un stator. D'accord. Et donc ça tournait tout seul. Bon, ça, c'est pas bien sûr, hein, c'est peut-être un petit peu la légende, parce qu'il faut ajouter un peu de légende quand même Oui. au plus grand génie, Mais c'est malgré peut-être tout. même pour le discréditer, non? Ou alors, Pour c'est dire, pour le regardez, il discréditer. joue avec des coquillages, Ouais, c'est pas un vrai ingénieur. voilà, on ne sait pas. Bon, toujours est-il, la famille n'a pas non plus des moyens infinis, hein, ils sont pas très riches, et donc, Donc ils peuvent pas acheter suffisamment de conques. voilà, déjà, ils peuvent pas capitaliser sur cette invention à base de conques, et ils peuvent pas non plus envoyer John à l'université. John est donc obligé de commencer à travailler assez tôt, enfin juste après le lycée, quoi. Et donc il enchaîne des petits boulots qui formeront, comme ça, au gré de la providence, on va dire, son cursus à l'école de la vie. Oui, Hein, c'est ça. c'est un peu les assez doux, quoi. Finalement. Je trouve que les diplômes, c'est un peu surfait. Bah, tout à fait. C'est finalement les mandarins de la capitale qui t'offrent un ticket si tu fais partie du Avec sérail. avec un peu de condescendance qui jette quelques miettes de reconnaissance. Voilà. Donc il va enchaîner les petits boulots, il va être charpentier, il va être peintre en bâtiment, mécanicien, régisseur de théâtre, bonisseur de fêtes foraines, c'est-à-dire le mec qui est devant la fête foraine et puis qui fait rentrer les gens en leur disant que c'est formidable, ébéniste, enfin bon, voilà, De petits boulots. des petits boulots. Vers 1863, alors qu'il a été engagé pour vernir des meubles par un mec qui s'appelle Bennett Wilson, qui est un peu plus riche et qui a un atelier notamment, il va faire une espèce d'arrangement avec Wilson en lui disant écoute, est-ce que à mes heures perdues, je peux utiliser ton atelier pour mes inventions parce que en fait, je suis inventeur. J'ai plein de trucs dans la tête, il faut Voilà, que ça sorte. faut que ça sorte, ça fait trop et tout. Donc, s'il te plaît. Wilson lui dit bah écoute, oui, mais alors en échange, si tu inventes quelque chose, je veux ma part quoi, Faire. du brevet et tout. Bon, c'est faire. Il inventera rien dans l'atelier de Bennett Wilson, mais en 1872, Enfin, tu veux dire que la doxa n'a rien laissé filtrer de ce qu'il a inventé? non, 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 lui-même le Ah dira, d'accord. à cette époque-là, rien inventé. Mais bon, c'est pas un homme qui s'arrête au premier échec, si tu veux, il continue. Finalement, quand tu trouves pas, c'est juste que tu as trouvé des façons qui marchent pas, quoi. Oui. Plus ou moins. Toujours est-il, en 1872, alors il travaille plus pour Bennett Wilson, mais il a continué à expérimenter de son côté. Et il va inviter des scientifiques et des investisseurs de Philadelphie à une démonstration dans son laboratoire, entre guillemets, d'une nouvelle force qu'il vient de découvrir en étudiant les effets des vibrations d'un diapason sur l'eau. D'accord. Pourquoi pas, hein, bon, il invite, les gens viennent. Et alors, j'ai pas trouvé de vrais détails sur cette démonstration, c'est difficile. J'ai compris qu'il y avait cette histoire d'eau et de diapason. Parce que le problème, c'est que John Keely, dès le début, il est vachement conscient des dangers de l'espionnage industriel, quand même. Oui. Donc, il couche jamais par écrit les détails de ses inventions et de ses expériences. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Les quelques témoignages, mais qui sont de seconde main, que j'ai lus sur cette première démonstration en 1872, ça parle vaguement de sphères métalliques qui sont mises en rotation avec un diapason qui est tapé dessus. D'accord. Bon, toujours est-il, Ça fait les... très science de l'époque, hein. Oui, cela dit. Toujours est-il, les investisseurs sont impressionnés par cette démonstration et les explications de Keely, hein, qui brode un petit peu sur la mise en résonance des atomes par la vibration musicale du diapason. Et bon, ils veulent pas passer à côté des promesses de cette nouvelle Ah oui. force vibratoire qui n'a pas encore vraiment de nom. Et donc, quelques mois plus tard, ils vont créer la Keely Motor Company avec un capital de 1 million de dollars quand même. Ah, ce qui, pour l'époque, est beaucoup. Oui, alors j'ai pas noté à cet endroit-là combien ça fait, mais ça fait plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est un beau capital de départ, enfin, en termes de levée de fonds. Ouais, Écoute, voilà. En termes de levée de fonds, c'est pas mal. Et donc ça permet à John de continuer ses expériences dans les meilleures conditions et notamment de s'acheter un vrai laboratoire. Il va s'acheter un bâtiment entier en fait. oui, c'est ça. Tant qu'à faire. Tant- Investi dans l'immobilier, ça... Voilà.
Bon, un bâtiment, c'est pas non plus un Oui. bâtiment de 12 étages, hein, mais il s'achète une maison et une autre, la maison d'à côté, il la transforme en laboratoire, quoi. Ça peut paraître un peu incroyable de donner autant d'argent à un mec qui a finalement à peine le bac et qui est connu de personne. Oui, mais ça, c'est pas une bonne mentalité. Il faut croire dans les gens. Tu disais, c'est un peu la science de l'époque. Faut voir aussi que quelques années auparavant, il y a un modeste télégraphiste du nom de Thomas Edison qui a un petit peu révolutionné le télégraphe à ses heures perdues. Oui. Et que, pareil, au même moment, il y a un Suédois qui est en train de devenir immensément riche parce qu'il a trouvé comment faire de la dynamite. Donc, Et bientôt, un marchand d'allumettes. ouais, voilà. C'est parce que, ouais, c'est ça, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, c'est un peu l'âge d'or de la Startup Nation, quoi, finalement. Oui. Tous les 2 ans, tu as un type qui invente un nouveau moteur. Enfin, là, ils sont en train d'inventer les moteurs électriques et tout. Tu as Les moteurs à eau. les moteurs à eau. On va voir. Mais enfin, on est dans le moment où on se met à. Alors, j'ai pas noté les dates exactes, mais les premiers puits de pétrole, c'est à ce moment-là aussi. On est vraiment à un moment où c'est la deuxième révolution industrielle. On maîtrise, on commence à maîtriser l'électricité, on commence à maîtriser le magnétisme, le pétrole et tout ça. C'est incroyable, quoi. On fait des trucs de ouf. Tu as des scientifiques qui pondent des nouvelles équations fondamentales tous les 2 jours. Ils mettent leur nom dessus. Enfin, c'est formidable. Bref, John Kelly se met donc au travail dans son nouveau laboratoire et le 10 novembre 1874, il va inviter ses investisseurs à la première démonstration de son générateur vibratoire. D'accord. Ça fait un peu kinky comme ça. Ça pourrait, mais non, tout bien tout honneur. Tu vois des photos, il est très 19e. D'accord. Bon. Donc il va présenter une machine qui comprend Parce que je crois que c'est à peu près à ce moment-là donc on a inventé le vibromasseur, je le crois aussi, ouais, vibromasseur. Je crois que c'est pour soulager les mains des des docteurs. des Ouais, docteurs. il y a un film qui est très drôle là-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. Film anglais. Toujours est-il, donc, il présente une machine qui comprend un générateur et un récepteur, qui sont 2 cylindres métalliques fermés, qui sont reliés par des tuyaux métalliques eux aussi, avec des robinets et des valves un peu partout. Et il y a un manomètre qui est branché au récepteur et qui, au début de l'expérience, est à 0. Enfin, qui est à Oui. pression ambiante. Donc Kelly va expliquer un petit peu les principes de la force qu'il a découverte et ensuite il va souffler dans un bec qui est branché sur le générateur pendant une trentaine de secondes. Puis il va verser par ce même bec 5 gallons, donc 19 litres en gros d'eau, du robinet, de l'eau. Il va ajuster un petit peu les valves et les robinets, tout ça. Il va taper avec le diapason sur le générateur. Et tout d'un coup, surprise, le manomètre indique une pression de 10 000 PSI. D'accord. Donc, pound per square inch. Pound per square inch, voilà. Ce qui correspond à 700 bars, en gros, un peu moins. Alors, on revient au bar. Preuve, selon Killy, que l'eau s'est désintégrée pour donner une vapeur mystérieuse bien plus puissante que la vapeur d'eau qui pourra être exploitée dans un moteur qu'il est prêt à construire si on lui en donne les moyens, parce que bon, on ne travaille pas Oui, à l'œil parce non que plus. c'est pas pratique ce gros truc qu'il a. Voilà, c'est ça. Les investisseurs sont emballés, forcément. Ah bah oui, 700 bars. Et puis en quelques secondes, en plus, Ouais. tu vois, formidable. Avec de l'eau, tu vois, il n'y a rien eu d'autre. Et donc, ils vont introduire la Killy Motor Company en bourse, ce qui va leur permettre de lever 4 millions de dollars de plus. Hop, allez, comme ça. Alors là, j'ai noté 4 millions de dollars, ça fait 92 millions de dollars de maintenant. C'est pas mal, pour en série B comme ça. Ouais. Surtout qu'il a toujours pas de prototype qui marche, il a un générateur, mais bon. Oui, mais il a des brevets, j'imagine. Alors non. Dans les accords qu'il a passés avec les investisseurs, il est dit que les investisseurs doivent payer les brevets, mais que c'est lui qui aura son nom dessus. Et qu'il veut breveter dans tous les pays du monde. Enfin, dans tous les pays où il y a un système de brevets et que ça coûtera 50 000 dollars, un truc comme ça. Mais il est perfectionniste, Kelly, donc il ne veut breveter son invention que quand elle sera parfaite. Voilà. Mm-hmm. Donc pour l'instant, ça reste dans sa tête et il brevettera quand ça sera brevetable. Peut-être que quelqu'un d'expérimenté dans le développement de startups basées sur des innovations technologiques te dirait que c'est pas tout à fait la bonne méthode de propriété intellectuelle. Alors, tu en sais sûrement plus que tous ces gens-là et que moi. Mais c'est une autre époque, écoute. Oui, voilà. Autre mœurs et le secret, ça marche aussi. Ça peut marcher. Finalement, Coca-Cola, on ne connaît toujours pas la recette. Exactement.
Donc Killy va s'acheter une maison un peu plus grande pour lui et sa femme, parce que voilà. Oui, Hein 4 millions. Ça fait quand même du bruit, hein, sa découverte, parce que ça va être publié dans le New York Times quand même. Tu vois, Hmm. bon, on commence à parler de lui. Pour maintenir l'intérêt des investisseurs et donc la valeur de l'action, hein, parce que il va faire d'autres démonstrations dans les années qui vont venir dans son laboratoire, pendant lesquelles donc, il va utiliser la puissance générée par son générateur pour tordre des barres de métal ou briser des cordes. Enfin, tu vois, il tire sur des cordes, elles finissent par En éclater. gros, c'est une machine de foire, quoi. Alors, ces démonstrations commencent un petit peu à faire truc de foire. Mais Après, il fait une machine à barbe. Non, parce que c'est quand même toujours de la force. Enfin, en Oui. gros, et à chaque fois, il dit, vous savez, il y a tellement de pression que je peux faire ça. Donc, quand on arrivera à transformer cette pression en un mouvement rotationnel, Oui. on pourra en faire un moteur, quoi. Et puis, preuve surtout que son travail avance, il affine la théorie. Hein. Donc maintenant, c'est pas juste un générateur vibratoire, c'est un moteur hydropneumatique pulsatoire qui utilise les harmoniques négatives quadruples. D'accord. Ouais, ok. Tu vois, c'est plus tout de suite. Oui, on y ça fait prend- plus sérieux. Voilà. On sent que ça a perfectionné. Bah oui. Donc Mais voilà. que quadruple, pourquoi il va pas sur les octuples? Bah, c'est des histoires d'harmoniques, c'est très compliqué, hein, les harmoniques vibratoires. Il va faire tout un tas Enfin, les de... harmoniques vibratoires positives, ça va. Oui. Non, mais justement, parce que c'est compliqué, un des seuls trucs qu'il va produire, bon, il va écrire des articles un peu plus tard, mais les seuls trucs qui va sortir de son laboratoire, c'est des espèces d'abacs où il montre toutes les vibrations en fonction des notes de musique et tout, et comme qu'est-ce que ça peut faire. Bon, j'ai jamais été très bon en abac, moi, donc j'ai pas essayé de les lire, mais ça fait vachement sérieux, en tout cas. En tout cas, là, c'est sûr, hein, le temps des locomotives à vapeur bruyantes, salissantes et dangereuses, parce que ça peut exploser quand même Oui. une locomotive à vapeur, est bientôt révolu, car le moteur de John Keely, bah, il va être silencieux, il va pas dégager de fumée, parce que sa vapeur mystérieuse, voilà, Oui. il n'y a rien qui brûle, et ça risque pas d'exploser. Donc, Et puis un litre d'eau. voilà, ça se trouve un peu partout. Tout le monde est emballé, quoi. Bah, Ça, c'est ça la va- révolution. voilà, ça va être un succès. Bon, mais tu le sais, les voies de la science sont impénétrables, on va dire, hein, Mhm. même pour un esprit aussi brillant que celui de John. Et les années passent sans qu'il n'arrive à construire son fameux moteur. Enfin, sans que son moteur soit aussi parfait qu'il le voudrait. Voilà, c'est ça. C'est ça, qu'il n'arrive pas, c'est les réglages des harmoniques Oui. quadruples. Parce que, on Oui. l'a dit, c'est compliqué. Vous faites-nous confiance. La science, c'est notre truc. Et bon, bah, du coup, la main invisible fait son travail, hein, Oui. et l'action de la Killy Motor Company, qui était montée jusqu'à $500 quand même, D'accord. redescend à 10 cents Oui. au début de l'année 1881. Faut vendre au bon moment. Voilà. J'espère que lui a vendu au bon moment. Bah non, lui, il est au bord de la ruine du coup. Non, parce que lui, il y croit toujours à son truc. Tu D'accord. vois, il veut. Bah, lui, il est toujours en train d'expérimenter en pratique. Oui. Donc, il n'a pas de raison. Il sait qu'il va trouver, quoi. Mais bon, là c'est quand même le coup dur. C'est le moment désespoir. Il songe à tout arrêter, voire pire, hein. Il y a Mhm. des témoignages qui disent qu'il était pas loin de se jeter dans le Delaware, la rivière qui passe Oui. à cet endroit-là. À Philadelphie. Enfin, dans le Ouais. Connecticut. Non, mais là, c'est à Philadelphie, hein. Oui. Maintenant, il a déménagé dans la grande ville. Il reste pas en banlieue, quoi. Tu vois, c'est un inventeur quand même. Ouais. Et puis c'est toujours mieux de mettre ton laboratoire au milieu de la ville. Voilà. Comme on l'a vu avec Alfred Nobel. Mais bon, heureusement, avant de commettre l'irréparable, il va rencontrer Clara Jessup Bloomfield Moore, veuve d'un très riche industriel, Bloomfield Moore, de Philadelphie, qui, comme toutes les femmes de la bonne société de l'époque, s'occupe d'associations caritatives, philanthropiques, Mhm. choses comme ça, mais est aussi poétesse, écrivaine, adepte de la philosophie éternelle. On a un peu parlé à l'époque des ésotéristes, la Oui. philosophie éternelle, bon voilà. Et elle est passionnée de science. Et donc, quand elle rencontre John en 1881, elle est émue et elle décide de financer ses recherches parce qu'elle a confiance dans le fait qu'il va trouver. Elle voit. Ouais, elle voit l'avenir. C'est j'allais dire le Elon Musk, mais non. Enfin bon, c'est l'investisseur qui voit l'avenir, quoi. Oui. Et donc, elle investit $100 000 dans la Killy Motor Company et elle accorde à John Killy un salaire mensuel de $250 par mois. Comme souvent, les salaires mensuels, tu vas me dire. Oui. $250, ça fait $5 400 de maintenant, hein. Tu vois, pour un mec qui est à la tête d'une boîte qui
Ah oui, mais ça, c'est juste le truc qu'elle lui donne tout seul, hein, donc Ah, s'il y a d'accord, en des plus de son salaire. dividendes et tout, Oui, il les prend quand même, hein. Et puis surtout, elle va lui donner un certain nombre de livres scientifiques pour l'aider dans ses recherches parce que, Keely, on l'a dit, il a pas fait l'université, il a pas oui. forcément une culture scientifique de ouf. Et c'est là que John Keely apprend l'existence de l'éther luminifère et que soudain tout s'éclaire. En Bah fait, oui, le luminifère. bah déjà, non mais surtout c'est là qu'il comprend que c'est pas les harmoniques quadruples, mais l'éther interatomique de l'eau et de l'air qui sont présents donc dans ce moteur, qui l'active par la vibration de son diapason ou des choses comme ça. Donc maintenant qu'il sait vraiment avec quoi il travaille, bah là c'est sûr, il va vachement trouver plus vite. C'est logique. Surtout maintenant que la lumière est née, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, petite parenthèse quand même pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir fréquenté le bar, Les bancs. les bancs, merci, des écoles d'ingénieurs. Au XVIIe siècle, parce que donc on va parler de l'éther, on va expliquer un peu ce que c'est que l'éther luminifère. Au XVIIe siècle, c'est Descartes et Newton, les premiers, qui ont un petit peu des problèmes dans leurs hypothèses. Alors Descartes, c'est sur le mouvement des planètes, Newton, c'est sur la gravitation, hein. Mhm. C'est quand même pour ça qu'il est connu. Donc ils ont des hypothèses scientifiques fortes quand même, comme ça, mais ils n'arrivent pas à conceptualiser le fait que des forces puissent se transmettre dans le vide. Ils ont quand même compris que l'espace, c'est vide. Non, justement, ils n'arrivent pas à comprendre que l'espace intersidéral peut être vide. Et donc, ils imaginent un fluide invisible, l'éther, qui baigne les planètes, le Soleil, et puis tout, même ici sur Terre, Donc, invisible et sans masse. invisible, sans masse, sans odeur, Sans goût. sans goût, c'est pas beaucoup. Si, c'est un petit goût de fraise. Un petit goût de... Voilà. Bon, alors pourquoi éther? Alors c'est un dieu grec à la base, le dieu grec des parties supérieures du ciel, et Aristote a théorisé que c'était le cinquième élément, quoi, plus ou moins. T'avais l'élément des dieux, quoi. Tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, les physiciens, notamment ceux qui travaillent sur la lumière et l'électromagnétisme, vont garder ce concept d'éther pour expliquer comment les ondes électromagnétiques et la lumière se déplacent, notamment dans le vide, puisque ils imaginent toujours en fait que les ondes se déplacent comme les ondes sonores par la vibration d'une particule, et donc la particule d'éther, en l'occurrence. Ils vont faire tout un tas d'expériences pour essayer de trouver les propriétés physiques de l'éther, donc il n'en a pas beaucoup, mais qui doit quand même en Oui. avoir. À un moment, il faut bien la trouver, quoi. Voilà. Et tout ça va s'arrêter progressivement après qu'un modeste employé de l'Office des brevets de Berne ait publié la théorie de la relativité générale en 1905. Oui. Et où là, on va dire, bah non, en fait, il n'y a pas d'éther. Ça n'existe pas. Mais bon, là, on est en 1881, donc ça existe. Peut-être que c'est juste autre chose, il n'a pas le bon mot. Enfin bon, bref. Entre-temps, au XIXe siècle, l'éther, ça a été un peu repris par les adeptes de la philosophie universelle, là, éternelle, Mhm. qui sont un peu plus restés à l'époque d'Aristote sur le côté c'est l'élément des dieux. Il y a une théorie aussi des pythagoriciens, comme quoi c'est l'élément de l'âme, du coup. Oui, tant qu'à faire. L'éther, bah voilà. C'est le fluide, quoi, tu vois, qui nous baigne tous, qui gère la vie et tout ça. Et comme ça, c'est vaguement scientifique maintenant, enfin à l'époque en tout Oui. cas, ils y voient une espèce de validation en fait de leur théorie On vient de prouver philosophique. l'existence de l'âme. Voilà, plus ou moins. Enfin, et puis vous voyez bien, Mendelssohn, il est en train de chercher, puis Mendelssohn, c'est quand même un grand physicien, il est en Oui. train de chercher l'éther. Donc si nous on parle d'éther, c'est un peu comme la physique quantique maintenant, quoi. Oui. On peut extrapoler beaucoup de choses pour raconter n'importe quoi. Voilà, voilà. Et donc Clara Moore, là, bah, elle espère bien que son petit poulain, il va réconcilier les deux, puisque c'est un génie. Oui. A priori. C'est ce que font les génies. Voilà. Donc John Keely se remet au travail. Et attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, les actionnaires, justement, de la Keely Motor Company, bah, ils aimeraient bien voir des trucs. Notamment des notes, des théories, un peu du papier, un peu du concret. Parce que c'est joli hein, de voir les barres se tordre et des boules tourner, mais bon, Mais ça fait pas rentrer beaucoup d'argent. déjà. Déjà, et puis, comme ils ont eu vent quand même des idées un petit peu suicidaires de Keely, ils se disent que s'il lui arrive quelque chose, comme il a rien noté nulle part, ils sont un Oui. peu le bec dans l'eau. Donc, ils commencent à lui demander des preuves, du papier, quoi, des théories, des blueprints, des plans, des schémas, même juste un schéma, un petit dessin, un truc, Comment ça quoi. marche? Voilà comment ça marche. Mais non,
parce que Killy, il sait Il se que... méfie. Bah, c'est le propre des grands inventeurs d'être un peu paranoïaque. Bah voilà. Donc, il veut pas trop, mais il continue par contre à faire des démonstrations pour leur montrer. Et puis pour que ça reste divertissant, et puis parce que, on l'a dit, il a travaillé dans une fête foraine et dans un théâtre, Oui. bah il brode autour de son truc. Puis il n'utilise pas toujours un diapason, par exemple, pour changer, pour montrer qu'il maîtrise un petit peu plus ce qu'il est en train de faire. Si tu veux, il change d'instrument pour activer la force hétéro-vibrationnelle. Genre, il prend un flutio ou... Ouais, bah, ou un violon, une flûte, un harmonica, ce que j'ai lu, une sitar. Enfin bon, bah, Oui, il teste, quoi. mais C'est pas vraiment- il est doué dans tous les instruments. Bah voilà, c'est à peu près ça. Euh, Si tous les mecs de la SNCF devaient apprendre à jouer de la flûte pour pouvoir conduire leur train, bah, peut-être qu'ils arriveraient à l'heure. Tu veux bien. il y aurait peut-être moins de grèves. Voilà. Donc en décembre 81, quand même, les actionnaires, ils vont en justice, hein, quand même. Ils disent, bon, c'est pas tout ça, mais on a Oui. quand même signé un contrat et à un moment donné, il faut que tu nous donnes des trucs. Killy, qui sait que c'est un stratagème pour le déposséder de son invention, puis finalement de son âme, enfin de Oui, l'œuvre de sa vie. Voilà. Il va lui aussi aller devant le juge, et en mars 1882, un juge va lui donner raison. On ne peut pas forcer quelqu'un à dire ce qu'il a dans son cerveau. D'accord. C'est les États-Unis. Malgré le contrat qu'ils ont signé, voilà. Bon, en avril, il y a un autre juge qui va annuler la décision et ordonner à Killy d'enseigner à ses actionnaires le procédé de son invention. Killy accepte, il dit bon, d'accord, mais j'ai encore quelques réglages à faire pour que ça soit bien. J'ai pas envie de vous montrer un truc Oui, un truc qui marche pas. Voilà. On se revoit dans 2-3 ans. On se revoit dans quelques mois. Et puis d'ailleurs, il me faudra un peu d'argent. Oui, bah. Non, bah, de toute façon, il a toujours l'argent de Clara Moore maintenant. Donc, un petit délai, hein, ok, on se revoit dans quelques mois, vous inquiétez pas, ça va le faire. En décembre 82, bon, c'est toujours pas fini, mais Ça s'arrange. ça commence à s'arranger. Puis il dit aussi aux actionnaires, il fait non mais bon, vous êtes investisseurs, vous y connaissez rien, on va pas, je vais pas m'emmerder non plus à vous apprendre toute la physique. Donc Déjà que moi, j'y ai passé du temps à apprendre la physique. voilà, quand même. Donc les actionnaires, ils disent bah c'est pas grave, on va t'envoyer un ingénieur. Et puis tu lui donnes qu'à lui le secret, comme ça, il y a qu'un seul mec. Du coup, si s'ébrite, tu sais qu'il faut que tu butes, quoi. Tu vois, tout comme ça. Donc ils envoient William Beckel, un ingénieur de Philadelphie, qui va aller inspecter le laboratoire de Killy. Il y va, il se fait bien accueillir, et Beckel va confirmer que la démonstration dont il a été témoin ne peut pas être expliquée par les connaissances de la science actuelle, et que donc John Killy a bien inventé quelque chose. C'est un premier pas. C'est déjà un premier pas. Bon. En août 83, donc 8 mois plus tard, Beckel va admettre qu'il a juste vu une démonstration, mais qu'il n'a pas eu de papier ou quoi Ouais, aux caisses. qu'il n'a pas pu ouvrir les trappes et... Non, qu'il n'a pas eu de théorie, tout ça, mais que John Killy lui a dit attends, non, c'est parce que là, je te montre le truc, mais je suis en pleine expérience. Mais t'inquiète pas, toi, tu connais un petit peu. Oui, ça va venir. Tu sais qu'on peut pas faire ça. Hein. Voilà, mais au moment venu, on se met 2 heures sur un bout de table, je te prends un crayon et tu vas voir, ça va être limpide. Donc, ok, les investisseurs sont un peu rassurés. En mars 84, bon, il a besoin encore d'un petit délai. Parce que les investisseurs en mars 84, ils ont remis un petit coup de dis donc, juge, Juge, ça fait 2 ans. Il ne s'est rien passé. Non, mais là, c'est bon, vous inquiétez pas, pas de souci, tout roule. Il me faut juste 1 mois ou 2. En septembre 84, Killy annonce de lui-même qu'il faut attendre 1 semaine, mais que ça va aller. Là, cette fois-ci, ça va être incroyable, super. Mais en attendant, il ne peut pas présenter le moteur. Par contre, il va faire une démonstration d'un canon vaporique basé sur la même technologie qui va mettre tout le monde d'accord. Ok, super, on fait ça. Allez, canon vaporique, qui est maintenant la base de l'armée française et américaine, je crois. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, justement, l'armée, le gouvernement, ça les intéresse en plus que les actionnaires. Donc, tout le monde se réunit à Sandy Hook, dans le New Jersey, pour une démonstration. Killy a amené donc son canon vaporique qui, en fait, est composé d'un receveur et d'un générateur, comme son premier générateur, qui est branché à un canon de 32 mm. Enfin, un canon, c'est finalement qu'un tube en métal. Oui. Hein. Bon. Il met des billes d'acier de 32 mm dedans. Il tape sur le receveur avec un marteau pour activer la force vibratoire. Hein, c'est logique. Et il tire plusieurs balles comme ça à environ 300 mètres, sans recul ni fumée. C'est assez cool.
C'est pas mal. Alors on fait, bon, j'ai pas tout noté, mais ils s'amusent un petit peu avec tout ça. Ils font des trous dans les planches. Enfin bon. Oui. Ok, c'est cool. Ça dure une après-midi. Ils mettent un esclave devant. Non, non, quand même pas. Mais ça dure tout un après-midi. Ils sont contents. Les investisseurs sont hyper rassurés. Le gouvernement et l'armée disent bon, quand ça ressemblera un peu plus à un canon, rappelez-nous. Il y a quand même un des types de l'armée, un certain lieutenant Zalinski, qui est professeur de sciences militaires au MIT et ingénieur militaire pour l'US Air Force et l'US Navy, qui est pas complètement convaincu. Hein? On commence à sentir le cover-up. Ouais, ça doit être ça. Bah, en même temps, Zalinski, donc il est ingénieur pour l'armée, il invente aussi pour l'armée, il a inventé un canon à dynamite. Donc un canon qui balance des charges de dynamite. Le problème quand tu balances des charges de dynamite, c'est que si tu mets une amorce, bah, ça fait péter la dynamite dans le Oui. canon. Donc bon, enfin, tu pètes ton canon. Mais lui, il a inventé un canon à dynamite à air comprimé, qui permet, grâce à l'air comprimé, de balancer de la dynamite que tu as préalablement allumée. Oui, c'est une grosse sarbacane, quoi. Ouais, finalement, c'est ça. C'est une sarbacane à dynamite. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Rien. Bah, ça marche. Ça a été utilisé, paraît-il, jusqu'à l'invention des vrais obus. Et donc Zelensky, qui était à la démonstration, quand il rentre dans les bureaux de l'armée, il dit bon, c'est sympa alors son truc à Kili là, mais moi avec mon canon à dynamite, je fais pareil. Hein. Enfin, vous me le mettez, on en fait un plus petit, tu me mets des balles dedans, 300 mètres, facile quoi. Donc l'armée elle a un petit doute et en décembre 84, elle va envoyer Zelensky à une démonstration dans le laboratoire de Kili, démonstration de son moteur, Oui. pour d'autres trucs. Donc Kili fait sa petite explication, hein, comme d'habitude. Il fait un petit peu de sitar et tout, machin. Il tape sur le récepteur, ok, et il fait tourner. Bon, il fait tourner un truc, quoi. Bon, le machin habituel. Et là, Zalinski, donc qui est dans l'assistance, il dit mais attends, est-ce qu'on pourrait, pour l'expérience, hein, Oui, comme ça. est-ce que vous pourriez vider votre récepteur et votre générateur là, puis tout recommencer, qu'on voit depuis le début, parce qu'à chaque fois, quand on arrive là, c'est déjà plein. Comme vous dites que ça prend une seconde ou 5 secondes à remplir, ça va quoi. Mais là, Kili, il dit ouais, non, mais non, on peut pas parce que il faudrait négatiser le réservoir consciencieusement et ça prend énormément de temps. Je peux pas le faire comme ça devant vous et tout. Donc non. Et puis en plus, dit Kelly, là ce matin, j'ai atteint 50 000 PSI dans mon truc et j'ai pété mon manomètre. Donc, je pourrais pas vous montrer. Ouais, pas là tout de suite. Mais... Non, mais c'est surtout que je pourrais pas vous montrer qu'il a vraiment été chargé, le récepteur. Donc, ça sert à rien. Et Zalinski dit, mais non, mais attends, moi j'ai amené un manomètre. Donc, bon, il fait que 10 000 PSI, mais c'est pas grave, hein, tu peux me le casser, je m'en fous, j'en ai d'autres. Vas-y, branche. Ah, John Kelly, bon, il y a un petit moment de doute quand même. Et puis il refuse, parce qu'il dit, non, mais de toute façon, moi je crois pas au manomètre. Je crois que ça n'existe pas. Non, mais j'y crois plus. Je pense que ça ne mesure pas quelque chose de réel, donc cassez-vous. D'ailleurs, allez, cassez-vous. Vous me faites chier. Cassez-vous. En juin 85, autre démonstration, Kili branche son prototype sur un moteur de scie circulaire. Enfin non, son prototype de moteur, pardon, sur une scie circulaire. Donc, qui tourne et puis qui coupe des planches, quoi. Pendant quelques minutes. Et il affirme devant l'assistance médusée que la première fois qu'il a branché comme ça son moteur sur la scie, elle a tourné pendant 40 jours sans s'arrêter, et que donc, c'est formidable. Un journaliste, dans l'assistance, le prend au mot et lui dit, là, vous l'avez éteint au bout de 5 minutes, mais montrez-nous, là, on a un peu de temps, donc allez. Au moins une demi-heure, je sais pas. Ouais. Tu vois, prouvez-nous que ça marche, quoi. Kelly dit, pas de problème. Bon, malheureusement, 15 minutes plus tard, la scie s'arrête. Après avoir ralenti petit à petit, elle s'arrête. Bon. Ouais, mais ça, c'est à cause du bois. Bon, il sait pas trop à ce moment-là mais il dit qu'il y a un truc qui va pas bien. Il va poursuivre ses trucs. Généralement, dans ces cas-là, ce que tu dis, c'est à cause des ondes négatives. Bah alors justement, on voit que tu es scientifique, que tu connais ce genre de choses. Parce qu'en décembre 1887, Kelly donc annonce d'abord que le succès est proche, hein, à ses actionnaires, à la presse, à tout le monde, parce qu'il vient de comprendre qu'en fait, la force qu'il a découverte, finalement, elle n'est pas basée sur l'éther, mais elle est basée sur les vibrations sympathiques. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi certaines expériences ont échoué quand, par exemple, il y avait un journaliste pas très sympathique dans l'Assemblée, ou anti-sympathique, ou contre-sympathique. Parasympathique. Voilà. Oui. Bon. Mais donc, maintenant qu'il sait vraiment
Là, c'est bon. Donc, on est en décembre 87. Vous allez voir, 88, ça va être une année formidable. Bon, en revanche, il faudra que les conducteurs de train soient sympas. C'est Sinon, ça. ça marche pas. Bon. Bah, écoutez, on leur fera faire des tests de QI. ça réglera tout. Bon, problème. En 1888, Bennett Wilson, l'ébéniste de Oui. l'époque, là, qui entend parler quand même souvent de Killy, puis qu'il a entendu parler qu'on y était presque. Il se rappelle du contrat qu'il avait signé avec Killy. Et il fait « Hé, oh, 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 ce que tu as inventé là, c'est un truc que tu as trouvé dans mon laboratoire. Donc j'en possède la moitié. Logique, Normal. on avait signé un contrat quand même. » Donc il va en justice. Donc bah, ça ralentit un peu l'expérience. Hein, Ouais, mais l'avantage, c'est que quand t'as jamais réécrit, comment tu te prouves que ça marche de la même enfin, que c'est la même invention? Et bah c'est comme ça qu'il va s'en sortir, Killy. Il va quand même être mis en prison pendant une semaine parce que le premier juge va dire bah ouais, tu nous prouves, faut que tu nous montres ce que tu as écrit. Donc il va en prison parce qu'il refuse en fait. Le premier juge lui dit bon, tu as 30 jours pour le faire. Au bout de 90 jours, il l'a toujours pas fait. Et à un moment donné, le juge il fait bon, t'arrêtes de te foutre de moi là, hop, prison jusqu'à ce que tu nous sortes tes papiers. Et on sait que c'est toujours des grandes réussites, hein, les papiers écrits en prison. Oui. Il y en a qui sont réédités 50 ans plus tard finalement. C'est ça. Donc il fait monter ça jusqu'à la Cour suprême de Pennsylvanie qui va annuler le jugement, libérer Killy et dire bah non, le contrat est caduc, c'est pas pareil. Voilà. Bon. Mais c'est le monde qui essaye de le bâillonner, ça. C'est ça. Mais la justice, elle, est aveugle et n'est pas influencée par l'argent. Mais peut-être par les terres. Peut-être, mais enfin bon. Parce qu'elle elle est aveugle, mais l'éther, c'est invisible de toute Bah façon. oui, Donc, de toute façon. c'est pas grave. Donc, C'est peut-être le super sens de la justice. le sixième sens de la justice. Le Bah, septième sens de la justice. Plutôt que, tu vois, comme tu deviens aveugle, plutôt que d'entendre vachement bien, elle est devenue hyper perceptive à l'éther. Il doit y avoir de ça. Il doit y avoir de ça. Toujours est-il, Bennett Wilson, elle bec dans l'eau. Et John Killy peut reprendre ses expériences. 1890, Clara Moore, qui en fait vivait surtout en Angleterre, donc envoyait de l'argent, Oui. mais ne s'occupait pas trop de ces trucs-là. Elle va quand même lui accorder $2000 de salaire mensuel à l'époque pour qu'il modernise ses équipements. Parce que là, on en est sûr, on n'est pas loin. Oui. Mais les manomètres sont cassés, puis il y croit plus. Donc Il il faut faut trouver autre chose que des manomètres. Voilà. Donc pendant un an, il va avoir $2000 de salaire mensuel. Que pendant un an, parce que Killy, c'est pas un homme d'argent. Lui, il fait ça pour la science. Donc au bout d'un an, il a acheté ce qu'il fallait et tout. Il va voir Clara Moore, il dit non, c'est bon. Tranquille. On y est presque. On y est presque. En 1895, bon, presque, voilà, hein, dans la science, presque, Oui. on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Après, quand même, avoir publié un énième article en défense de Killy, parce que Clara Moore, donc je l'ai dit, elle est écrivaine et elle écrit beaucoup de choses pour supporter Killy. Tu vois, parce que dans la presse, il y a quand même des gens qui l'attaquent, et notamment le American Scientific, un truc comme ça. Scientific American. Oui, voilà. Qui publie un certain nombre d'articles qui sont pas très élogieux, voire qui doutent. T'as Zalinski aussi qui a fait Un documentaire sur Netflix. une interview. Alors j'ai lu l'interview, elle est facile à trouver, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup d'humour, Zalinski. Mais voilà, qu'il le prend un peu à la rigolade, tout ça. Donc Clara Moore, elle, non, elle protège son poulain et donc elle écrit des articles. Et pour le défendre un petit peu plus, elle va inviter Thomas Edison et Nikola Tesla à une démonstration du moteur de Killy. Bonne idée de mettre les deux mecs qui se détestent. Oui, mais au moins, ils ont vraiment inventé des trucs, eux. Et puis, on les respecte. Bon, pas de bol, ils ont piscine. Enfin, ils peuvent pas venir, quoi. Puis, ils aiment pas, en plus. Puis Edison, de toute façon, on l'avait déjà breveté, ce qu'avait fait Killy. C'est ça, on a eu un peu peur. Bon. Mais elle arrive quand même à convaincre John Jacob Astor IV, le mec qui a construit l'hôtel Astoria, donc le milliardaire, hein. Enfin, à l'époque, il n'est pas milliardaire, mais en argent de maintenant, il est milliardaire, à investir dans la Killy Motor Company et à venir à une démonstration. Ok, cool. En 96, elle fait venir un scientifique anglais, parce qu'elle a fait venir un scientifique américain, qui bizarrement le même nom, d'ailleurs les deux s'appellent Scott, mais bon, pas très grave, qui doutait un petit peu, donc elle fait venir un scientifique anglais pour avoir une deuxième expertise. Dans le laboratoire, donc ils sont tous les deux. Killy fait une expérience parce qu'il n'y a pas longtemps, il a trouvé pourquoi ça ne marchait pas. C'était les fils en cuivre qu'il utilisait qui n'étaient pas bien harmonisés.
D'accord, Donc maintenant qu'il les a bien harmonisés, bon bah ça va marcher. ça va marcher. Donc il fait une démonstration et tu as un des deux scientifiques qui dit mais dis donc, ton fil en cuivre, ça serait pas un tube à air comprimé? Qui dit bah non, attends, s'il te plaît, fais-moi confiance quand même. Et Moore qui est à côté avec son comment dire son bon sens Oui. de femme qui n'est pas scientifique, mais bon, qui a du bon sens, dit bah c'est simple, coupons-le. Et puis comme ça on vérifiera. Ah bah oui, mais il faut tout réharmoniser après. Ouais, bah, c'est ce que dit Killy. Donc non, on ne coupe pas, rien du tout. Et cassez-vous, vous êtes en train de mettre des énergies hyper négatives là. C'est pas sympathique. C'est pas sympathique du tout, ça va pas le faire. La confiance de Moore est un peu ébranlée à ce moment-là, de Clara Moore, donc elle va réduire son salaire mensuel, mais elle l'abandonne pas quand même. Parce que, bon, voilà. En 1897, Killy fait une démonstration de son moteur devant des ingénieurs de compagnie ferroviaire cette fois-ci. Parce que là, ok, le truc est toujours pas parfait, on peut toujours Oui. pas le breveter, etc. Mais il faut quand même penser au futur, aux Mm. investissements, enfin aux débouchés, pardon. Oui, aux clients potentiels. Voilà. Donc il invite la Western, enfin le compagnie ferroviaire de l'époque, et qui envoie leurs ingénieurs. Lesquels ingénieurs sont bluffés, hein, sont là genre ouais, bah c'est un moteur et on sait pas comment il marche, mais bien. Hein. Mais si ça marche, on s'en fout de savoir comment ça marche. Voilà, finalement si ça marche c'est cool. Mais il donne pas suite parce que finalement le moteur pendant la démonstration il développe que 10 chevaux vapeur, ce qui est pas énorme. Surtout que donc là on est en 1897, on commence à avoir des moteurs qui développent un peu plus que ça. Bon, petit échec, mais c'est pas grave. John Killy se remet au travail. Malheureusement, en novembre 1898, c'est le drame. John Killy meurt à 61 ans d'une pneumonie foudroyante, sans avoir fini le prototype de son moteur et sans avoir couché le résultat de sa recherche par écrit. Ce serait pas un empoisonnement ou Alors, c'est une version. On va voir plus tard qu'il y a une autre version. Restons sur les faits pour l'instant. Janvier 1899, Clara Moore meurt à son tour. Elle est plus âgée, cela dit. C'est la malédiction. C'est peut-être une malédiction. En tout cas, l'humanité a possiblement perdu la plus grande invention de l'histoire. Parce que là, Oui. on n'a plus rien. On n'a ni Clara Moore, ni John Kelly. Bon, les investisseurs sont un peu abattus, mais donc ils récupèrent une partie des machines qui sont dans le laboratoire, les dernières sur lesquelles ils travaillaient, qui transfèrent à Boston dans le laboratoire d'un autre inventeur, qui dit pas de problème, vous inquiétez pas, je vais tout désosser, je vais comprendre, je vais faire du reverse engineering et Oui. tout, ça va être formidable. Payez-moi quand même, parce que, Oui. bon, hein, je travaille pas gratos, mais quelques semaines plus tard, Clarence Moore, fils de Clara, un peu agacé d'avoir perdu une partie de son héritage pour quelque chose qui finalement ne rapporte rien parce qu'il n'y a pas de moteur, va inviter des journalistes du Philadelphia Press, donc un journal de Philadelphie, et des scientifiques de l'université de Pennsylvanie à inspecter le laboratoire de Killy. Donc je l'ai dit, les investisseurs ont déjà enlevé les dernières Oui. machines sur lesquelles ils travaillaient. Il y a quelques fans de Killy qui sont venus aussi récupérer une ou deux machines. Donc il ne reste pas beaucoup de choses. Mais les mecs veulent vraiment aller au fond des choses et donc ils vont désosser tout le laboratoire. Et la stupeur, ils découvrent à la cave un réservoir d'air comprimé de 3 tonnes et des tubes à air comprimé qui courent dans toute la charpente du bâtiment, sous le parquet, avec des boutons cachés pour les activer quand il faut. Voilà. Donc, voilà, le monde de la science est en émoi. Hein, John Kelly était un charlatan. Ouais. Ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, c'est ça. Bon, avec les connaissances actuelles, nous, moi, toi, on s'en doutait peut-être un peu. Ouais, pas sûr. Pas sûr, parce que finalement, c'est vrai que notre cours d'harmonique négative quadruple Oui. était compliqué. Ouais, c'est un peu loin. Moi, j'avoue que Ouais. le partiel était compliqué. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais obligé de passer l'oral et tout. Enfin, bon. On aurait peut-être aussi pu écouter le pote de Jane Kelly, qui n'était pas scientifique, c'était juste son pote, qui un jour a dit ouais, moi, quand on discute un jour comme ça, pour discuter, je lui ai demandé qu'est-ce que tu voudrais, toi, comme épitaphe. Tu vois, tu discutais Mhm. quand t'es un peu bourré, quoi. John Kelly lui a dit moi, je veux que sur ma tombe, il y ait marqué le plus grand charlatan de tous les temps. On aurait peut-être pu l'écouter, ce mec-là, mais Oui. bon, voilà, on l'a pas écouté. Eh ben, ouais, mais
De nos jours, heureusement, il y a encore des gens qui croient en John Keely. La Keely Society En fait, for the advancement of negative harmonic. En fait, c'est surtout les adeptes du principe de l'énergie libre. Les gens qui disent que le mouvement perpétuel, si, ça existe, et les lois de la thermodynamique, sont juste été créées pour nous limiter. Ouais. C'est des libertariens, tu vois, un peu. Aussi pour un peu énerver certains scientifiques. Oui. Voilà, ça doit être ça. Et ça commence un peu tôt, hein, parce que, en fait, dès 1888, dans la doctrine secrète, Madame Blavatsky, elle va écrire un chapitre entier sur Keely. Et D'accord. sur l'énergie force Ah, vibrationnelle. on retombe sur les gens qu'on aime bien dans la confiture. Voilà, qu'il a découvert. Plus tard, Rudolf Steiner va faire des conférences sur Keely en disant que c'est bien la preuve que Mars est liquide, je suppose. Oui. On peut inventer des trucs incroyables grâce à la force de nos énergies sympathiques. Et la force de la corne de bouse. Voilà. Donc, beaucoup d'anthroposophes aussi qui sont à fond sur John Keely. Et eux savent qu'il n'est pas mort d'une simple pneumonie. Eux tous disent, en tout cas je l'ai vu écrit plein de fois, mais que sur les sites dans ce genre, qu'il a été renversé par un tramway. D'accord. C'est quand même différent, tu vois. Oui. Genre, c'est le New York Times qui dit il est mort d'une pneumonie. Bon, après le New York Times, on sait Oui, que... c'est Big Corporation. Quoi. Voilà. Bon, on ne sait pas trop. Ils disent aussi quand même, parce que eux ils savent un petit peu plus, ils ont des témoignages un petit peu plus, comment dire, fiables oui. que ceux du New York Times ou du Philadelphia Press ou du American Scientific, la Scientific American. Ils savent qu'il avait réussi à maîtriser la gravité, que des témoins l'ont vu grâce... Hein. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ouais, un peu. Non. Il y a un truc où il a réinventé une ceinture d'antigravité qui permettrait à son porteur, en fait, de supprimer la gravité sur des objets. Et donc, il y a des gens qui l'ont vu déplacer des moteurs de plusieurs tonnes du bout du doigt. Même avec de l'air comprimé, ça doit pas être facile. Hein. Ouais. Peut-être un petit peu douter de ces témoins-là. Après, il a bossé dans des théâtres, tu vois. Genre, oui. Après, c'est de l'illusionnisme, quoi. Enfin, de la prestidigitation. Oui, de la fumée et des miroirs, comme disent les Anglais. Voilà. Il aurait aussi inventé un aéronef qui peut accélérer de 0 à 800 km/h en quelques secondes sans que le conducteur ne subisse les effets de l'accélération. Ouais, pratique. Je veux dire. Qu'ils ont dû mesurer ça avec un radar, je suppose à l'époque. Ou avec un manomètre. C'est ça. Et que donc, c'est clairement le complexe charbonno-aviato-électro-militaro-industriel qui veut faire taire Keely et tous ses élèves, adeptes. Oui. Alors, à entendre parler toute la vie de Keely, je ne suis pas encore persuadé qu'il soit plus ou moins utile à l'histoire de l'humanité que l'homme que je vais te présenter maintenant. Mais il a quand même réussi à faire tenir son truc pendant 25 piges. Bah oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est ça, c'est qu'il a réussi à vivre bien de ça pendant très longtemps. Mm-hmm. Moi, je vais te parler d'un autre scientifique de génie. Et je voulais d'abord commencer par dire que, encore une fois, nos auditeurs sont formidables, puisque c'est grâce à eux qu'ensemble, on va passer ce petit moment plein de tendresse, d'amour et de complexe militaro-industriel. Donc n'hésitez pas à faire comme eux, à nous envoyer aussi des idées toujours plus inattendues, parce que moi j'adore apprendre et découvrir des mecs que je connais pas. Donc j'adore aussi vous les raconter après, donc bref. Et puis des fois ça nous arrange quand on n'a pas d'idée c'est ça, exactement. D'avoir un sujet. Si c'est des sujets dont on sait que ça va intéresser des gens, c'est encore mieux. Oui. Bref, Fritz Haber. Parce qu'on va parler de chimie. Quand on parle de chimie, on va parler des Allemands. Oui. Oui. Non, mais je veux dire, la chimie, c'est quand même une science où les Allemands ont particulièrement brillé. C'est vrai, c'est vrai. On va quand même commencer un tout petit peu avant Fritz Haber. Parce que, en fait, Fritz, il s'avère que c'est le fruit de l'amour. Le vrai, le pur, celui entre un homme et sa cousine. Oui, mais alors, c'est ça, l'inceste, tu sais jamais. Bah, en l'occurrence, on est là dans la deuxième moitié du 19e siècle, hein, mais dans la Prusse d'alors, c'est pas tout à fait bien vu. Alors que de nos jours. de faire un gosse à sa cousine. Sauf que les deux sont vraiment amoureux. Les deux s'aiment vraiment d'un amour pur et sans limite.
Et qui est-on pour juger? Est-ce qu'on juge Christine Boutin, par c'est exemple? ça. Et en plus, Siegfried Haber est à la tête d'une petite entreprise de teinture. Ce qui lui permet d'avoir un peu d'autonomie. Alors, on s'en fout, on est jeune, on s'aime, on est cousins, on se marie. Allez, L'amour ne se pliera pas à vos petites règles bourgeoises. tout à fait. Mais bon, comme si le destin voulait se venger de ce couple émancipé, la mère de Fritz va mourir des complications de l'accouchement du petit Fritz, Ah, c'est les cornes. qui se déroule le 9 décembre 1868. Mhm. Et le père, même s'il va pas se venger physiquement sur l'enfant, bah, il va quand même garder un peu de ressentiment. Bah, il a perdu l'amour de sa vie. Bah, c'est ça. Et en fait, Et il a mis en colère son oncle. Donc bon. donc il va se détourner un peu de la vie de famille pour se concentrer à son travail, à son entreprise de teinture. Et puis aussi à une certaine Hedwig Hamburger. L'inventrice du hamburger. Non, mais il l'épouse quand elle a... Bah non, en fait, hamburger, bah, ça veut dire de Hambourg. Hein, donc finalement, c'est un truc, nous, ça nous fait rire, mais c'est assez commun comme nom. Donc il va l'épouser quand Fritz aura 7 ans. Mais bon, grâce à son business, il peut quand même envoyer son fils au gymnasium. Donc, gymnasium, le lycée allemand. Mhm. Donc, c'est un lycée un peu prestigieux, hein, à Breslau, en Prusse. Mhm. C'est l'école du coin. Le petit Fritz, là-bas, il va se montrer raisonnablement doué. Il s'intéresse à plein de choses, la chimie, mais aussi la littérature, le théâtre, la philosophie. Comme tous les génies. Exactement. Et comme tous les génies, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais il a du mal à se fixer, à se concentrer sur un domaine. C'est le syndrome de l'enfant doué qui pense pouvoir tout faire grâce à des capacités un peu supérieures à la moyenne, grâce à des facilités, mais qui s'arrête un peu aux premières difficultés. Je vois pas de quoi tu parles. Finalement, c'est la chimie qui va l'emporter et il va poursuivre ses études à l'université, ce qui lui permettra d'obtenir, a priori pas hyper brillamment, mais il obtiendra quand même un doctorat. Écoute, on va pas commencer à juger ces trucs-là parce que Oui, sur les qualités du doctorat, moi je me sens pas en qualité de juger. déjà, et puis comment on obtient notre diplôme, hein, à C'est nous ça. deux, on a passé combien de... Bon, on notera quand même que pendant ses années d'études, il travaillera sous la direction de Robert Bunsen, un nom qui rappellera de bons souvenirs à de nombreux étudiants. Effectivement, l'inventeur du bec. L'inventeur du bec, exactement. Bah ouais, parce que les Allemands sont très forts en chimie et à ce moment-là, il y a plein de gens qui inventent plein de trucs. Bah oui, c'est ce que je disais, c'est le moment où t'as des mecs qui filent leur nom à tout et à Ouais, rien, quoi. c'est ça. Son diplôme en poche, Fritz Haber va revenir à Breslau, un peu à son corps défendant parce qu'il trouve que la ville est un peu petite pour lui, pour un génie de son envergure. Bah oui. Il va quand même utiliser les connexions de son père pour trouver des places d'apprentis. D'abord dans une distillerie, auprès de fabricants de cellulose, mais là aussi, il a du mal à se stabiliser. Il va dire à son père « Oh, je suis pas encore très sûr de ce que je veux faire. Je vais aller à Zurich, faire un petit semestre d'Erasmus. » En Suisse. En Suisse. Et finalement, il revient pour mettre ses talents au profit de papa. Dans la teinture, non? Dans la teinture. Bon, il est chimiste. Oui. Finalement, la cellulose, l'alcool, la teinture... bon. Ouais, ça se tient. Ouais. Mais ça se tient sur le papier, mais pour lui, bah, ça lui plaît pas vraiment. En fait, il aime pas vraiment son père, il aime pas vraiment la teinture, et il aime pas vraiment la ville où il vit. Oui, donc bon, c'est pas le bonheur, quoi. Ouais, et dans cette atmosphère-là, alors je sais pas si c'est une déprime passagère ou si c'est une plongée dans la collapsologie de l'époque. Mais Fritz va se persuader qu'un grand danger pèse sur le monde, sur l'Allemagne en particulier, une épidémie de choléra qui va se répandre et qui va tuer tout le monde. Je pense qu'il a vu ça dans des vidéos sur YouTube, a priori. Ça doit être ça. Un professeur marseillais, je crois. Donc, il va convenir pour lui de faire ce que n'importe quel humaniste avec des compétences scientifiques ferait quand la menace pèse. Il va convaincre son père d'investir massivement dans l'hypochlorate de calcium qui sert en fait à désinfecter l'eau et qui sera nécessaire pour endiguer la progression de la maladie. Logique, cela dit. Le choléra se transmet par l'eau. Exactement. Et donc, il dit, il va y avoir plein de choléra, on investit massivement là-dedans, et comme ça, quand tout le monde en aura besoin, on sera riche. Pas con, en soi. Pas con. Donc, bon esprit businessman, finalement. C'est ça, un beau profit en perspective. Mhm.
Bon, sauf que malheureusement, la maladie ne viendra pas. Bah, parce que on a désinfecté l'eau, du coup. Bah non, parce que c'est lui qui avait les désinfectants, qui les gardait. Mauvaise nouvelle donc, hein, pour le malheur de tout le monde, le choléra ne se répand pas sur l'Allemagne. Et il va falloir revendre la marchandise. Hein. Bien entendu, la perte financière est énorme, parce que, bah, en fait, personne n'en veut. Parce qu'on n'en fait rien d'autre. Et ça met un peu à mal l'entreprise familiale. Ça dégrade encore un petit peu l'ambiance entre Fritz et son père. Et Fritz va décider de se barrer, de quitter son père, avec qui il n'arrive plus à travailler. Et il va retourner vers la recherche académique et le monde universitaire. Là, tout va pas se passer idéalement non plus. Il va multiplier les postes d'assistants, donc à Karlsruhe, à Jena, mais il va pas réussir à s'imposer, à trouver un poste de titulaire. Et donc, pour améliorer ses chances, booster un peu son dossier, et peut-être aussi par ressentiment envers son père, il va se convertir au christianisme. Parce qu'il n'était pas chrétien? Non, parce que lui est juif. Ah. Ce qui pose quelques petits problèmes. En Allemagne, à ce moment-là, c'est pas le... Non, alors, on verra qu'il y aura un moment justement où ça pose pas trop de problèmes d'être juif en Allemagne dans la science. Là, ça lui a posé notamment des problèmes quand il a fait son service militaire. On l'a dit. Non, officier, non. Non, mais non, tu bah ne non. peux pas. Il y a un truc dans ton dossier qui fait que... Tu cours pas assez vite. Donc, il se convertit au christianisme et d'un point de vue scientifique, il va se concentrer sur un domaine qui est en émergence, qui est celui de la physico-chimie, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre comment la physique peut aider aux réactions chimiques, à la synthèse de composés chimiques. Il arrive finalement en 1898, au moment où Kilé meurt. Je pense que c'est le relais, à devenir professeur. Et on va voir là émerger ses qualités. En fait, c'est avant tout des qualités humaines et de gestion plutôt que des qualités vraiment scientifiques. C'est-à-dire que c'est un mec qui est un bourreau de travail quand il veut et qui arrive en fait à mener et à coordonner des équipes de chercheurs pour pouvoir attaquer des problèmes très complexes. Bah oui, mais c'est ça aussi la recherche. Non, mais c'est ça. Mais lui, c'est vraiment un meneur d'hommes. Donc là, on arrive en 1899. Fritz a 31 ans. Et il commence à être un peu établi dans le domaine scientifique. Ah ouais, 31 ans, c'est jeune pour être professeur, pour mener des équipes et tout. Oui. À l'époque, ça va plus vite. À l'époque, ça va plus vite, ça c'est sûr. Et donc, il commence à se faire un petit nom. Il n'a pas de choses majeures à mettre à son actif, mais c'est un scientifique reconnu de l'époque. C'est à ce moment-là qu'il va se rapprocher de Clara Immerwahr, une connaissance de quelques années. Clara, en fait, si tu veux, si Fritz s'est plus ou moins laissé porter jusqu'à son doctorat, Clara, qui est elle aussi passionnée de chimie, elle n'a pas eu tout à fait le même parcours. Parce que le gymnasium, on oublie. Hein, c'est interdit aux femmes, peut-être. C'est interdit aux femmes. Ah, mais oui, mais bon. Bon, aux femmes juives, n'en parlons pas. Mais elle va pouvoir compenser grâce au soutien de sa famille et à des précepteurs privés. Ah, j'ai cru qu'elle allait être autodidacte carrément et tout, tu vois. Non, mais sauf que les précepteurs privés, ça ne délivre pas de diplôme. Oui. Et donc, pas de diplôme, pas d'université. Ben oui. Enfin, pas officiellement, mais les professeurs d'université peuvent accueillir dans leurs cours un peu qui ils veulent. Ils peuvent laisser la porte ouverte. Ouais, en candidat libre. Exactement, en auditeur libre. Donc, elle va pouvoir se battre et finalement, elle va pouvoir se lancer, elle, dans un doctorat en 1896. Et c'est pendant celui-ci qu'elle va rencontrer Fritz. D'accord. Ils vont flirter un peu ensemble autour de leur amour commun de la science et entre eux va naître une certaine alchimie. Attends, tu veux dire qu'ils vont... Ils vont quoi? Ils vont. Mais elle veut garder son indépendance et finir ses études d'abord. C'est bien. Donc, en 1900, elle va finir son doctorat. C'est la première Allemande à avoir un doctorat scientifique. Bravo. Ou un doctorat de chimie. Les sources, certains disent scientifique, d'autres disent chimie. Donc... Ça dépend si la science, que tu prends dans la science. Quoi, oui, est-ce que la chimie c'est de la science déjà? C'est une vraie question. Le doyen de l'université va en profiter lors de sa remise de diplôme pour rappeler que la science ne connaît de frontières ni de race, ni de sexe, ni de classe sociale. Mais bon,
qu'il espère que ça n'augure pas quand même une ère où les femmes vont vraiment faire de la science. Hein, parce qu'il faut pas déconner quand même. Voilà, hein, faut gars. pas déconner. Oh. Quand il y en a une, ça va. Ouais, c'est quand il y en a beaucoup que ça devient compliqué. Quoi. Exactement. Bref, maintenant que c'est une scientifique académiquement reconnue, le docteur Clara Immerwahr va revoir Fritz. Ils envisagent une vie ensemble, main dans la main au-dessus d'une paillasse, les yeux dans les yeux autour d'un bécher. La poésie Oui. du laboratoire de chimie. Exactement, ils convolent en juste noces en 1901, ce qui est d'autant plus facile que Clara s'est elle aussi convertie au christianisme, C'est facile en même temps de se convertir au christianisme. elle aussi pour améliorer ses chances. Mm. Bon, elle partait vraiment de loin Oui, ouais. à l'époque. On a donc un duo cérébral de haut niveau qui est en train de naître. Enfin, presque. Parce que, finalement, faire de la science ensemble et faire des recherches ensemble et faire de la chimie ensemble, c'est bien. Mais bon, quand est-ce qu'on mange ? Pas professeur, non, t'as pas dit? Oui, mais qui va faire les vitres ? Eh oui. Enfin, ou en tout cas, qui va s'assurer que les vitres sont faites ? Donc, Clara, finalement, elle va se retrouver de moins en moins disponible pour ses recherches et elle va finalement devoir se contenter, au moins au début, d'écrire des conférences ou des articles pour son mari. Et bon. Il serait pas en train de faire une Pierre et Marie Curie, là? Bon, en tout cas, à l'époque, tout le monde sait bien que s'il met sa femme sur ses articles, c'est avant tout pour lui faire plaisir. Bien sûr. En plus, le 1er juin 1902, elle va donner naissance au petit Hermann, ce qui va compliquer un peu les choses. Et dans les mois qui suivent, Fritz va lui faire partie d'un tour aux États-Unis. Ah oui, cool. Ah oui, il crie beaucoup, hein, l'enfant. Attends, oh, on m'appelle. Oui, c'est ça. Clara dira: j'ai toujours pensé que la vie vaut la peine d'être vécue si l'on peut faire un plein usage de ses capacités et vivre toutes les expériences que la vie peut offrir. C'est pour ça que je me suis marié. La vie que j'en ai tirée fut brève. Et la raison principale est la façon dont Fritz se place au centre de notre foyer et de notre mariage, de sorte qu'une personnalité moins encline à s'imposer était simplement détruite. Voilà. Bon, le voyage tombe pas à point nommé dans leur vie familiale, mais il va quand même avoir un petit impact sur Fritz. Parce que là-bas, il va notamment voir les installations qui sont en train d'émerger dans le domaine de l'électrochimie. Et il va se rendre compte que... Alors, déjà, lui, il est là-bas aussi pour faire un petit peu d'espionnage industriel. Oui, mais non, enfin... C'est pas... tout de suite, les grands mots, non. Mais surtout, il va se rendre compte ce que c'est que visiter des grosses infrastructures d'État et ce que c'est que finalement quand la science et l'État et l'industrie marchent main dans la main. Il se dit, tiens, ça a l'air intéressant. On pourrait faire des trucs avec ça. L'autre chose qui l'énerve, bon, à part les cris de son gosse, mais bon, ça, il suffit de partir. Oui, voilà, finalement. Il a une femme, hein, c'est pas pour ça. C'est ça. C'est que même si lui, il a une petite réputation, il compte pas parmi les scientifiques les mieux considérés. Et il va se choisir un rival, par exemple, qui est Nernst. Nernst qui vient dénoncer la 3e loi de la thermodynamique. Ah, donc, un des membres du complexe. Exactement. Donc, 3e loi qui dit que la valeur de l'entropie dans tout corps parfait à l'état cristallin est nulle à 0 Kelvin. Qui définit le zéro absolu. Exactement. Donc. Et qui donne cette vision de l'entropie comme la mesure du mouvement. Enfin bref. À l'époque, on n'est pas vraiment sûr que Nernst connaisse vraiment Haber. Mais pour une rivalité, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être deux ? Oui, voilà, finalement. En l'occurrence, Haber va apprendre que Nernst s'attaque au problème de l'ammoniac et il se dit qu'il va le coiffer au poteau. Alors, il y a un problème avec l'ammoniac ? Ouais, alors, l'ammoniac. Ouais. Parce que, figure-toi que depuis le néolithique... Ah, merci. Et même avant, les plantes ont besoin d'azote pour pousser. Oui. Oui. Elles prennent cet azote dans les sols. Donc, les sols s'appauvrissent au fur et à mesure en azote et il faut le régénérer. Donc, il faut trouver des sources d'azote pour éviter que, dans les champs notamment, on ait des chutes de rendement. Jusqu'ici, pour trouver cet azote, on utilise des engrais animaux. Mais c'est pas très efficace. De la merde, quoi. Voilà, de la merde. L'autre source qu'on utilise un peu plus, c'est le salpêtre. C'est un sel, donc on appelle aussi nitrate de potassium.
Et qui sert notamment aussi dans la fabrication de poudre noire. Voilà. Peut-être plus souvent d'ailleurs pour faire des canons que... Bah non, parce que en fait, manger, c'est bien aussi. Oui. Manger, c'est bien. Bah oui, Et d'accord. la plus grande source, c'est une énorme mine chilienne. Mais le problème, c'est que on se dit qu'au rythme où on va, ben on en a pour 20 ans max. Hmm. Après, il faudra compter sur le crottin. Donc peut-être qu'après, on n'aura plus de canons, mais on n'aura plus à bouffer non plus. Ouais, c'est dommage. Et autant quand t'as l'abondance, les canons, c'est bien. Autant quand tout commence à manquer, la bouffe, c'est cool aussi. Ouais. C'est marrant, tiens, j'ai déjà entendu cette histoire de on en a plus que pour 20 ans, faudra peut-être qu'on Ouais. change. Pourtant, de l'azote, en soi, c'est pas ça qui manque. Mais il y en a dans l'air. Hein, l'air qui nous entoure est composé à 78% de diazote. Donc, littéralement, on pourrait faire pousser des plantes avec l'air. Sauf que voilà, le diazote, qu'est-ce que c'est? C'est 2 atomes d'azote qui sont liés par 3 liaisons covalentes. Mm. Autant dire que les 2 atomes, ils sont bien accrochés Voilà. l'un à l'autre, au point qu'on considère souvent le diazote comme un gaz inerte, ce qu'il n'est pas formellement. Pas comme l'hélium ou... Exactement. Donc pour casser cette triple liaison, il va falloir des efforts. Et les efforts en chimie, c'est souvent de la chaleur et de la pression. Bah, ça, c'est parce que Kili a... Hein, c'est parce que sinon, un peu de sitar, et puis voilà. C'est ça. Et ensuite, donc, le but, c'est de faire réagir ce diazote avec 3 molécules de dihydrogène pour obtenir 2 molécules d'ammoniac. Tout simple. C'est vrai que comme ça a l'air simple. Et une fois que l'ammoniac est synthétisé, bah, l'azote, on peut l'en mettre dans les sols et régénérer les sols avec l'ammoniac, avec des sels d'ammoniac. Donc en fait, finalement, ce problème de chimie, ça va devenir un problème d'ingénierie. Haber, il va se dire, bah, je veux créer un environnement capable d'atteindre 200 atmosphères en pression et 500 degrés Celsius. Donc sortez vos flûtes, les gars. Voilà, là, il va me falloir un orchestre. Il va me falloir un orchestre, donc il va s'entourer des meilleurs ingénieurs, qui vont être ses musiciens. Violon. Exactement, dont un anglais qui est nommé le Rossignol. Ça... Oui, voilà. Toute cette... Ouais, ça fait 1 heure qu'on parle pour arriver sur cette blague. Et après beaucoup d'efforts, il va finir par arriver à construire une enceinte qui monte à 200 atmosphères et 500 degrés. Le problème, c'est que ça suffit pas à casser les triples liaisons. Il en faut plus. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle un catalyseur. Donc un catalyseur, c'est un intermédiaire qui va casser les liaisons avant que ça puisse réagir. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser comme catalyseur? Et c'est là que Haber va méthodiquement passer en revue tous les catalyseurs possibles auxquels il peut penser. Il va foutre dans son machin, là, dans son four, Ouais. tout ce qui... Exactement. Tout ce qu'il trouve. Ça va durer 6 ans. Ah ouais, quand même. Bah, en même temps, il y a beaucoup de trucs à trouver, tu vois. Alors. Ouais, voilà. Ça va durer 6 ans, jusqu'à ce que par hasard, il utilise un peu d'un élément hyper rare qui est l'osmium. Il a fait d'abord la farine, les œufs, le machin. L'osmium, c'est pas tout en haut de ta liste, en général. Oui. Et à ce moment-là, miracle, de l'ammoniac coule de la machine. Mais genre en grande quantité. Là, il va collaborer avec son beau-frère, qui s'appelle Karl Bosch. C'est l'histoire de Fritz et Bosch. Hein. Ouais, pas du tout caricatural. Mais bon, Karl Bosch, qui travaille à la BASF. Ah. Et le procédé Haber-Bosch est né. Procédé qui est encore utilisé pour produire de l'ammoniac pour 3 fois rien. Sérieux? Ouais. Bah, juste de l'osmium, quoi. En fait, l'osmium, c'est un peu chiant à trouver. On va réussir à faire ça plus tard avec, je crois, avec des plaques de fer. C'est de la catalyse hétérogène. D'accord. Mais finalement, on arrive à le faire avec des plaques de fer. Donc, voilà, son invention, le procédé de Haber-Bosch. Alors, ça paraît un peu obscur comme ça. Ouais, bon. Moi, j'ai lu des estimations de scientifiques qui disent que sans cette invention, on ne pourrait pas dépasser 4 milliards d'humains sur Terre. Voilà. Ça... Ok, faites ce que vous voulez. Mais sans cette invention, mais avec de la corne de bouse ou pas? Parce que on ne sait pas. Non, mais c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, il y a presque une chance sur 2 que si vous êtes en vie, c'est grâce à lui. C'est pas mal. Voilà. Plutôt bien, d'accord. Plutôt bien. Et il va sans dire que ça fait son petit effet. Oui. Bon, Haber, il va devenir non seulement riche,
Mhm. parce que bon. Du coup, il va le vendre. Mais il va devenir aussi, en termes de respect dans la communauté scientifique, il va se poser là et il va devenir un des hommes les plus influents du pays. Ok. Et donc, du coup, son grand rival, là. Nernst, bah, il peut bien fermer sa gueule et retourner à la thermodynamique parce que l'empereur va lui dire tu vas devenir mon conseiller Ah oui. et tu vas créer ton propre institut à Berlin, le Kaiser Institute, l'institut de l'empereur Guillaume, je crois. Donc, ton propre institut, mais qu'un bon nom dessus quand même, Ouais, parce qu'il faut pas déconner. faut pas déconner. Où il va engager les scientifiques les plus prometteurs, dont un avec qui il va devenir très ami, un certain Albert Einstein. Effectivement, prometteur. Bon, Berlin, c'est un peu loin de Karlsruhe où il était, mais bon, Clara est à la maison pour s'occuper du gamin. Ça va. Ça va. C'est bon. Bref, tout roule pour notre bon Fritz quand un foutu anarchiste serbe décide de faire des siennes. Ah, bah oui. Et après, un sandwich assassine un archiduc. Exactement. Et là, son amitié avec Albert Einstein, qui survivra, mais qui va montrer ses limites, parce qu'ils ont une conception assez différente des choses. Einstein, c'est un pacifiste. Mhm. Il est connu pour ça. Haber, lui, dira « En temps de paix, un scientifique appartient au monde. En temps de guerre, il appartient à son pays. » Ouais, bon, en même temps, il s'appelle Fritz, le mec. Hein, donc... Et il va faire partie de très nombreux juifs allemands, d'ailleurs, qui vont s'engager pour l'Allemagne. Au moment de la Première Guerre mondiale, Bah, mais il est converti en même temps, maintenant. ouais, il est converti. Mais en fait, je crois qu'il y a eu un vrai mouvement dans la communauté juive de on va montrer, c'est notre occasion en fait de montrer qu'on est aussi des citoyens comme les autres, un peu comme on avait discuté avec les Noirs américains. Oui. Et là, il va se rappeler de sa visite aux États-Unis. Et il va se dire que si on peut rapprocher les scientifiques des industriels de l'armée, bon, on va pouvoir créer une sorte de petit complexe, voilà. Grâce à notre bon Fritz, non seulement on peut manger, mais on a aussi le complexe militaro-industriel. Parfait, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui peut mal se passer, je veux dire. On n'a pas fini avec ces inventions. D'accord. En plus, les Allemands, à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que finalement, ils sont coincés entre la Russie, la France, l'Angleterre, Mhm. qui sont des grandes puissances, qui ont des empires coloniaux. Mhm. Si on y va juste en mode boucherie, un mort pour un mort, Ouais, ils sont foutus, quoi. ils sont foutus. Donc, il va falloir être hyper efficace, hyper inventif et utiliser n'importe quelle opportunité. Et en plus, la guerre va apporter plein de restrictions sur les échanges commerciaux, Mhm. parce que les Allemands, ils n'ont pas le meilleur accès à la mer et à l'océan. Non, effectivement. Surtout quand tu as l'Angleterre qui est à côté avec sa marine. Ce qui pose des problèmes, notamment pour les arrivées du Chili. De salpêtre. De salpêtre. Bah oui, parce qu'on n'a plus besoin du salpêtre pour les champs. Par contre, pour la poudre à canon. Par contre, pour la poudre à canon, on a toujours besoin de ce salpêtre qui vient principalement du Chili. Et là, l'approvisionnement devient de plus en plus compliqué. Mhm. Les logisticiens de l'armée estiment que, globalement, la Wehrmacht a environ pour 6 mois de balle. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc il va falloir aller vite. Ouais. Et conquérir le maximum de territoire très vite. Bon, sauf qu'on sait que ça va pas se passer exactement comme ça, qu'on va pas pouvoir aller très vite avant la pénurie, et que même les prévisions de l'époque, les mecs se rendent compte qu'ils sont en train de sous-estimer la vitesse d'épuisement des balles. Parce qu'on est en train de produire notamment la mitrailleuse, des choses comme ça. D'ailleurs, je crois que les officiers de l'époque disaient mais pourquoi on n'a pas besoin d'avoir d'un truc qui tire autant de balles, jamais les soldats s'en servirent. Bon, bref. Le bon point quand on regarde ça de l'extérieur, c'est qu'on se dit la guerre va pas durer longtemps. Oui, bien sûr. Mhm. Heureusement, notre bon Fritz, toujours en collaboration avec la BASF, il va réussir assez vite à adapter son procédé pour sortir non plus de l'ammoniac, mais du nitrate de potassium. Ah, il va fabriquer du salpêtre, quoi. Il va fabriquer du salpêtre. Ah. Ouf, la guerre est sauvée. Bah ouais, super, cool. Grâce à Haber, nous aurons droit à 3 ans de guerre supplémentaires. Bah voilà, super. Merci qui ? Merci Haber. Merci Fritz. Merci Fritz. La guerre de 14, c'est un peu toutes les avancées technologiques du moment qui se télescopent pour changer complètement la façon dont on voit les conflits. Le rail, le barbelé, les mitrailleuses, l'aviation, l'artillerie. Le tank même, il y a des tanks. Le tank. L'armée se retrouve un peu, si tu veux, tout le monde est en train de tout expérimenter en même temps.
Et l'uniforme camouflage. Et l'uniforme camouflage des Allemands, d'ailleurs, qui seront les premiers. On expérimente dans plein de trucs, y compris dans l'utilisation des gaz de combat, Oui, effectivement. qui sont pas nouveaux et qui ont été utilisés à peu près depuis la Grèce antique. Bah oui, mais même quand on en fume... Voilà, ça a fait sensation, notamment en 1912, quand à Paris, il y a eu un braquage d'une banque et que le braquage a été déjoué en gazant complètement l'établissement. À l'époque, on s'en fout un peu. Avec une sorte Ils ont de... des otages, ouais, bravo. avec une sorte d'équivalent de lacrymo, je crois. Ils ont gazé. Sauf que une banque et un champ de bataille, Ouais, c'est pas tout à fait pareil. ça marche pas tout à fait de la même façon. Bon, bien sûr, les gaz de combat sont interdits par la Convention de la Hague, Ah ouais, dès le début? dès le début. Donc personne ne voudrait essayer d'en fabriquer. Bah non. Bah non. Côté allemand, on a un chimiste qui a été nommé pour ça, qui a été nommé aussi parce qu'il est pote de l'empereur. Et il faut croire que être pote de l'empereur, c'est pas toujours une qualification suffisante. Parce qu'il est pas bon, le chimiste, en fait? Bah, parce que le programme marche pas. Oui, c'est ça, c'est qu'il est pas bon. Le gaz qui est employé est très cher, il est pas très efficace, et en fait on le comprime dans des cartouches d'artillerie pour Oui, il est balancé. les balancer et envoyer le gaz au bon endroit, qui fonctionne pas très bien. Et en plus, les cartouches d'artillerie, c'est assez précieux. Parce qu'il y a quand même toujours ces questions de pénurie et tout ça. Ça marche pas très bien. Et c'est là qu'entre en scène notre ami Fritz. Notre ami Fritz qui va convaincre l'empereur de le laisser lui essayer. T'inquiète, Guillaume, j'ai un truc, tu vas voir. Il n'y a pas de souci. Pour l'Allemagne, je suis prêt à tout. Il va se concentrer toute sa force de travail sur le sujet. Au point, à un moment, qu'il va frôler la mort. Parce que dans son laboratoire, dans son institut, il y a des collaborateurs et lui, ils sont à 3 autour de tubes à essayer, ils remplissent les trucs. À un moment, on l'appelle, donc il sort de la pièce et là, bam, explosion. Sur les 2 mecs qui étaient là, il y en a un qui va devenir aveugle et l'autre qui meurt. L'autre qui meurt, d'ailleurs, c'est un proche de Clara, De sa femme? de sa femme, un ami de ses études. Et la légende veut d'ailleurs que quand lui est re-rentré dans la pièce pour voir ce qui s'était passé, Fritz est tombé dans les pommes. Mhm. Et que c'est Clara qui était au même endroit à ce moment-là, qui est venue et qui s'est occupée des blessés, qui s'est occupée de gérer un peu tout le monde. Ah, moi, j'avais cru... T'allais me dire, la légende veut que le mec qui était le pote de Clara, en fait, c'était son amant et qu'il a fait exprès de faire exploser le truc. Non, en fait, il a pas fait exprès. Ah, bon. Et d'ailleurs, Clara, elle aussi, elle a plusieurs fois exprimé un peu son opposition à la guerre. Mhm. On peut penser que toutes ces histoires l'enchantent pas vraiment. Parce que là, donc, elle s'occupe plus de l'enfant. Bah, en fait, elle s'occupe encore un peu de son enfant. Il a 13 ans, donc Il va à l'école, quoi. il va à l'école, donc elle peut faire un peu de secrétariat à l'institut, quoi. Elle peut nettoyer les paillasses. C'est ça. Mais finalement, donc, notre chimiste va réussir à trouver le meilleur compromis. On va utiliser du chlore. Oui. Alors, pourquoi du chlore? Déjà, parce que sous forme gazeuse, quand on va l'inhaler, il va en fait interagir avec l'humidité des muqueuses respiratoires Mhm. pour former de l'acide chlorhydrique. En d'autres termes, quand tu le respires, il va commencer à te faire fondre la gorge de l'intérieur. Cool. À l'acide. Cool. Ouais, Cool. moyen cool. Aussi parce que sous sa forme de dichlore, en fait, il est plus lourd que l'air. Ah, donc il reste au Donc, sol. donc il va rester rouler au sol. Mhm. Et dans une guerre de tranchées, C'est pas mal. c'est pas mal. Parce que, bah, en fait, il suffit de le pousser vers la tranchée et après, il va tomber et la remplir. Mais... Ce que ça veut dire, c'est que t'as pas forcément besoin de l'envoyer avec des cartouches d'artillerie. Il suffit d'avoir des ventilos, quoi. Exactement. Le vent peut faire le job. Bon, Faut pas qu'il tombe. faut pas qu'il tombe. Mais bon, ça c'est un détail. Ouais, bon. Et donc, finalement, au lieu d'utiliser de l'artillerie, bah, ils vont simplement le stocker dans des barils de peinture. Et ça, on en a beaucoup. Oui. Ça, il n'y a pas de pénurie. Non, bien sûr. Il n'y a plus qu'à tester. Voilà. Et on va tester ça sur le terrain. Et on va faire ça à Ypres. C'est où, Ypres? Ypres, c'est en Belgique. Hmm. Donc, pour être précis, c'est la seconde bataille d'Ypres. Donc, qui va se passer le 22 avril 1915. Et Haber lui-même est sur place. Ah ouais. Il est sur place avec un petit groupe de scientifiques
dans lequel il y a 3 futurs prix Nobel. Hein. Ouais. Comme quoi, avoir un prix Nobel, hein, bon, en même temps, Ouais. tu vois, même Nobel lui-même. Hein, il a inventé En gros, là, c'est vraiment. Je sais pas s'il y a déjà eu un champ de bataille avec une concentration de scientifiques. Bref. Et donc, ils se mettent sur une colline de loin avec des masques à Ouais. gaz et des longues vues, et puis ils font Oh, vous avez vu Ouais, voilà. En fait, ce qu'a fait l'armée allemande, c'est qu'ils ont déployé 5700 barils de 40 kilos Beaucoup. et qui vont larguer donc ce 22 avril à 5 heures du matin. Enfin, ils ont incliné un peu les barils et puis ils les ouvrent tous ensemble à 5 heures du matin, le vent étant favorable. Et donc, ils vont libérer 171 tonnes de gaz sur un front de 6 km de long. Cool. Donc, un nuage de 6 km qui roule sur. Le gaz va ce matin-là prendre les Alliés par surprise totale. Bah oui, ouais. Ça va faire entre 2 et 3 000 victimes, dont 800 à 1400 morts. Oh la vache. Matinée sympatoche. Ouais. C'est cool la Première Guerre mondiale. Hein. Ouais, ouais, c'est propre. C'est ça qui est bien. le front est complètement ouvert. Hein. Les Allemands vont progresser d'1 kilomètre. Ce qui, en termes de Première Guerre mondiale, est gigantesque. Ouais. Et ils auraient même pu prendre Ypres si, en fait, ils avaient eu un peu plus de conviction. Et à un moment, ils se disent, non, mais il y a un truc qui va pas... Enfin, ouais, c'est pas normal. c'est- Attends, les scientifiques avec leurs trucs bizarres, là. C'est trop facile. Au final, le gaz va toucher 7000 soldats pendant la bataille. Oh, la Ils vont pas vache. tous mourir, mais... Ouais, mais enfin, les autres, ils ont les poumons cramés, quoi. Ouais. Bon, bien sûr, les Anglais et les Français vont très vite inventer des contre-mesures. Et dès septembre, eux aussi utiliseront des gaz de combat. Il n'y a pas de raison. Ils ont triché, c'est eux qui ont commencé. C'est ça. On va assister en fait à une véritable course, hein, non seulement pour trouver donc les meilleures protections, mais aussi pour perfectionner les gaz et les rendre de plus en plus dévastateurs. Sur la Première Guerre mondiale, on estime qu'il y a 1 200 000 soldats qui ont été touchés par le gaz, pour faire 90 000 morts. Ouais, bien. Bref, Ouais. ce matin-là, à Ypres, on vient d'inventer la guerre chimique. Cool. Merci qui Merci Fritz. Bien fait ouais. Voilà, donc notre petit Fritz, il rentre de Belgique plutôt satisfait. Oui, ouais. Mais il n'a pas le temps de se reposer sur les lauriers, parce qu'il doit repartir le lendemain sur le front de l'Est. Parce que ce serait dommage que tout le monde ne profite pas du progrès. Bah oui, bien sûr. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Donc, avant d'aller propager le miracle de la science, le soir, il passe voir sa femme Clara, lui raconter... Hey, j'ai buté 5000 mecs ce matin. Et on ne sait pas vraiment ce qu'ils se disent, mais à part que c'est un peu animé, d'après certains, elle lui reproche une infidélité, pour d'autres, d'avoir tué des milliers de gens. Lui, il voit pas trop le souci là-dedans, et il restera célèbre pour avoir dit bon, finalement, une mort est une mort, peu importe la manière. Au début, les chevaliers trouvaient que les mecs qui leur tiraient dessus avec des mousquets, c'était indigne. Maintenant, les mecs avec les mousquets trouvent que les gars avec le gaz de combat, c'est indigne. Bon. Puis je suppose que ça n'a pas du tout d'impact sur l'écologie. Je pense que l'écologie d'un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Certes. Le soir même, Clara se tire une balle en pleine poitrine. Mais elle va pas mourir tout de suite, hein. Elle va mourir quelques heures plus tard dans les bras de son fils, qui a entendu le coup de feu. Le matin, en beau-père de famille, Fritz se barre sur le front de l'Est. Ah oui, donc en fait, c'est un peu ce que tu es en train de nous raconter, c'est une histoire de transmission du traumatisme. Il a eu un père absent, enfin un père indigne, il est père indigne lui-même. Exactement. Bon, maintenant il est reconnu par tout le monde. Hein. Qui? Fritz. Oui, bah oui. Il est même élevé au rang de capitaine, ce qui est une petite revanche personnelle, hein, puisqu'on n'avait pas voulu de lui comme officier il y a 25 ans. Voilà, la bonne morale de cette histoire. Tout à fait, bien sûr. En 1918, la guerre est sur le point de se terminer, malgré tous les efforts de Fritz. Et il va bien falloir lui rendre hommage pour son œuvre bah, ouais. à ce bon Fritz. Hein. Donc, en 1918, année symbolique, Fritz reçoit le prix Nobel. Ah, sérieux? Pourquoi? Pour l'enquête. Ah oui, pas pour les gaz de combat. Non, on n'a pas été jusque-là. Il va continuer à chapeauter son institut pendant la paix qui suit. Notamment, il va chapeauter l'invention, c'est pas lui personnellement, mais c'est une équipe qui est dans son institut, qui dirige, qui va inventer un pesticide très puissant qu'on nommera poétiquement par le mot typhon en allemand. Hein, c'est pas le glyphosate. Le zyklon. Oui,
pesticide. Mais à la base, c'est un pesticide. Ouais, non, mais oui. En même temps, un Et, truc qui tue. et Ça pour le tue, coup, quoi. à la base, c'est fait pour. Enfin, c'est vraiment fait pour l'agriculture. Mhm. Il va aussi discrètement continuer à travailler sur un programme de gaz de combat, en collaboration notamment avec l'Espagne, avec le Japon. Oui, les Japonais ont dû être discrets aussi. Et il va se persuader toujours que la science va tirer l'Allemagne de son mauvais pas. Comme il a réussi finalement à extraire de la nourriture de l'air, Mhm. il va se persuader qu'il peut récupérer de l'or dans l'eau de mer. Ouais, Et là, je le hop, vois moins là quand plus de même. soucis avec la dette Bah de oui, c'est l'Allemagne. vrai. Plus Hein. d'inflation, plus de. Mais bon, il va y passer énormément de temps dans les années 20 et ne jamais arriver. Parce qu'il maîtrisait pas les énergies sympathiques. Sûrement. S'il avait fait alliance avec Rudolf Steiner, par exemple. Oui, sûrement. À partir de ce moment-là, les choses vont commencer à se gâter. Déjà, on vient de le dire, sa production scientifique est moins importante. Mhm. Hein, à partir de ces années-là, sa santé aussi va décliner. Et on ne sait pas si c'est vraiment que sa santé ou si c'est une sorte de lassitude chronique due à sa situation personnelle. Parce qu'il l'aimait en fait, hein, Clara, quand même. Ah oui, il se comportait comme un immonde connard avec Oui, elle, mais. mais maintenant qu'elle est morte, c'est lui qui est obligé de faire la vaisselle. Puis arrivent les années 30. Et là, sa naissance commence à l'exposer un petit peu. Les journaux scientifiques allemands vont notamment prendre son institut pour cible, et là, il est désigné comme la porte d'entrée des juifs dans la science allemande. Ah, c'est l'islamo-gauchisme de l'époque, quoi. Exactement. Il a pris Einstein, il a pris tous ces gens-là. Donc le 30 avril 1933, il va finir par démissionner Mhm. en constatant que, en fait, sa conversion ne le protège pas Mhm. et qu'il n'arrive plus à gagner du temps pour garder ses employés juifs. Mhm. Là, il voit que c'est plus tenable, donc il part. Donc il démissionne le 30 avril. Dès août, il quitte l'Allemagne. Là, il va se traîner globalement entre Paris, entre l'Espagne et la Suisse, mais il est très malade et il va finir par s'éteindre d'un arrêt cardiaque le 19 janvier 34 dans un hôtel de Bâle en Suisse. Sa famille proche, elle, réussira à partir d'Allemagne, mais une partie de sa famille sera exterminée dans les camps de concentration, notamment Avec du cyclone. avec des Zyklons. Voilà, donc je ne sais pas par rapport à Killy s'il aurait mieux valu que cette personne n'existe pas. Bah, en même temps, il a nourri la moitié de la planète, tu disais. Voilà, mais il a inventé la guerre chimique, Ouais. la guerre chimique et le complexe militaro-industriel. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Avant qu'on termine, j'avais dit que je ferais un petit erratum parce que j'ai évoqué Aliénor d'Aquitaine dans le dernier épisode Oui. et des gens m'ont dit ouais dis donc tu l'as fait un peu passer pour une connasse alors que c'est pas que de sa faute. Donc j'évoquais seulement Aliénor d'Aquitaine. Comme les botanistes, Comme les tous botanistes. les Aliénors, tous les Alors, botanistes déjà, ne sont pas des... toutes les Aliénors ne sont pas des connasses. En l'occurrence, Aliénor d'Aquitaine, elle est aussi le fruit de son époque et il n'y a pas que elle qui a fait qu'elle s'est comportée comme elle s'est comportée. Je ferai peut-être un épisode plus centré sur elle et sur Louis VII et enfin ses maris successifs, etc. Pour rendre à Aliénor ce qui appartient à Aliénor. Excusez-moi donc à toutes les Aliénors qui nous écoutent. Je sais qu'elles sont nombreuses. Très bien, on a appris des trucs et on corrige même les trucs qu'on a appris avant. Voilà, on a appris énormément de choses. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne quinzaine, à vous souhaiter de continuer à apprendre des choses. Comme on l'a dit, on aime vachement quand vous interagissez avec nous. Ça nous permet de ne pas se creuser la tête sur les sujets. Enfin, surtout, ça nous permet de trouver des sujets qui vous intéressent vraiment. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Podcut. N'hésitez pas à donner au Patreon de Podcut aussi. Ça aide tout le label. Et à nous laisser des étoiles, des commentaires, des partages. Enfin, vous connaissez Vous la savez chanson. comment ça marche. Vous savez comment ça marche. Et d'ici là, amusez-vous bien. Oui, à la prochaine fois.